la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette manifestation est intitulée « Vers le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad, défis et perspectives ». Cette manifestation est co-organisée par le gouvernement de la République du Tchad ainsi que les Nations unies et se tient lors du segment à haut niveau très chargé de l'Assemblée générale. Elle atteste de l'importance que les Nations unies accordent au Tchad et témoigne de leur engagement à continuer d'accompagner le pays alors qu'il s'approche de la dernière étape de sa transition politique délicate dans un contexte régional toujours plus complexe. Je voudrais commencer par vous présenter les membres éminents qui sont assis à mes côtés à la tribune. Tout d'abord, je salue Monsieur Mahamat Saleh Anadif, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Monsieur Saleh Anadif est également notre collègue, un ancien collègue, puisqu'il a occupé le poste du représentant spécial du secrétaire général pour le Mali et l'Afrique de l'Ouest. Je souhaite également très chaleureusement la bienvenue à Monsieur Moussa Batraki, ministre de la prospective économique et des partenariats internationaux. Vous aussi, vous êtes un ancien des Nations Unies et je sais que nombre d'entre nous vous connaissent au sein de la famille des Nations Unies. J'ai également l'immense plaisir de voir que la vice-secrétaire générale, Madame Amina Mohamed, a pris le temps de se joindre à nous ce matin, alors même que nous savons qu'à l'occasion du sommet des ODD aujourd'hui, elle a un agenda extrêmement chargé. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous savons par ailleurs qu'elle suit de très près la situation mouvante au Tchad, comme le prouve sa récente visite dans le pays en juillet. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Madame Anna Bierdé, qui est directrice chargée des opérations à la Banque mondiale. Sa présence parmi nous ce matin témoigne du partenariat toujours plus fort qui unit la Banque mondiale avec les populations au service desquelles elle se met. Se joindront bientôt à nous Madame Aouna Eziakonwa, qui est sous-secrétaire générale, directrice régionale chargée de l'Afrique au PNUD. Le PNUD joue un rôle de premier plan dans l'accompagnement apporté par les Nations Unies à la transition politique au Tchad et plus largement dans le contexte de transition. Je souhaite également la bienvenue au représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, Monsieur Abdou Abari, qui est à la tête de l'accompagnement politique à la transition au Tchad et qui coopère étroitement avec la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous rejoindra également d'ici peu son Excellence Monsieur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de cette même communauté. Quelques remarques logistique pour encadrer nos travaux. Après avoir écouté la vice-secrétaire générale ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Tchad, après avoir écouté les différentes présentations prévues par le gouvernement du Tchad et la Banque mondiale, les participants pourront s'inscrire sur la liste des interventions et auront peu de temps, 2 minutes, pour faire une déclaration. L'ordre de prise de parole se fait en fonction de l'appartenance au groupe. Nous commencerons par les partenaires multilatéraux régionaux, puis les bilatéraux, ensuite les partenaires bilatéraux internationaux et enfin les partenaires multilatéraux internationaux. Dans ce contexte-là, nous nous organisons par ordre alphabétique. Les participants souhaitant s'exprimer et ne s'étant pas encore inscrits sur la liste des orateurs sont invités à se faire connaître au plus vite auprès de nos collègues à l'entrée de la salle. Je voudrais maintenant céder la parole à Madame Amina Mohamed, la vice-secrétaire générale. Madame, je vous en prie. Merci infiniment, Madame Pobi. Je souhaite la bienvenue, moi aussi, à Monsieur Abari. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la prospective économique,
chers collègues, chers amis chargés des opérations à la Banque mondiale, Madame Pierdé, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureuse que nous nous retrouvions à un moment important pour le Tchad et son histoire. La transition aura bientôt abouti. C'est la dernière ligne droite. Le contexte est difficile. Et notre réunion d'aujourd'hui avec les différents partenaires et parties prenantes concernées est l'occasion d'un état des lieux. Nous devons voir comment nous pouvons utiliser au mieux les ressources à notre disposition pour répondre aux attentes du peuple tchadien. Les enjeux sont importants, les pressions exercées au niveau régional sont très lourdes. Le Tchad a accueilli des centaines de milliers de personnes sur son territoire qui fuient les conflits au Soudan. Et ces personnes viennent s'ajouter aux réfugiés déjà présents sur le territoire. J'ai pu me rendre dans les camps qui les accueillent dans l'est du Tchad. Ceci exerce une pression sur les ressources limitées du Tchad, pays qui a déjà subi les différentes crises qui ont accablé le Soudan. Les pressions exercées sont importantes, je vous le disais, et nous avons décidé de redynamiser le programme 2030 pour le développement durable. C'est la raison d'être des réunions de cette semaine aux Nations Unies. Tout ceci se déroule dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus complet, avec une érosion de la biodiversité, le changement climatique et une multiplication des conflits. Évidemment, il faut réagir aux événements, mais cette approche court-termiste ne suffit pas. Il faut ne plus être myope et adopter aussi une approche de long terme. Nous devons veiller à l'inclusivité de notre approche pour la prospérité des générations actuelles et à venir. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies se tiennent aux côtés du Tchad à chaque étape alors qu'il se rapproche d'un avenir plus prospère et plus inclusif. Nous sommes guidés par les priorités articulées par le Tchad dans le cadre de son cadre de coopération qui débute officiellement en janvier 2024. Les Nations Unies s'étant consacrées à sa réalisation au niveau de l'agenda 2063 et du programme de 2030. Nous accompagnons donc le Tchad dans sa transition et l'engagement des Nations Unies est indéfectible. Le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale, M. Abari, travaille sans relâche avec d'autres acteurs régionaux, dont la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en faveur d'un rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. À cet accompagnement s'ajoute un engagement pris en faveur de l'accord de paix de Doha qui prévoit un volet désarmement, démobilisation et réintégration. Nous devons féliciter là les efforts déployés par le gouvernement pour neutraliser sur son territoire les mines antipersonnelles qui s'y trouvent. Évidemment, dans ce contexte-là, il faudra aussi veiller à renforcer la cohésion sociale, continuer de réaliser les ODD, apporter l'aide humanitaire nécessaire et promouvoir les droits humains. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Tchad aura besoin de notre soutien indéfectible dans la région alors que les crises humanitaires se multiplient et que le contexte est mouvant, en particulier au niveau climatique. Je félicite les partenaires qui se sont toujours tenus aux côtés du Tchad, qui continuent de l'accompagner aujourd'hui. Le Tchad s'attaque à la dernière étape de sa transition, elle sera difficile et nous devons continuer, nous, de nous trouver à ses côtés pour un avenir plus prospère et plus pacifique qui ne laissera personne pour compte. Merci beaucoup, Madame la vice-secrétaire générale, pour ces mots qui nous éclairent. Nous allons maintenant écouter son Excellence, Monsieur Mahamat Saleh Anadif, ministre des Affaires étrangères du Tchad. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, ma sœur Martha. Et je voudrais de prime abord remercier tous ceux qui ont fait l'effort pour être avec nous ce matin, parce que je connais septembre à New York, la veille du mardi où s'ouvrent les débats des Nations Unies, l'Assemblée générale. Je sais aussi que depuis ce matin, il y a un sommet sur les ODD. C'est autant de choses que si on n'a pas fait l'effort
de solidarité, on ne peut pas être avec nous ce matin. J'en suis vraiment reconnaissant au nom du Tchad. J'en suis vraiment reconnaissant parce que les Nations Unies, c'est un peu ma seconde maison aussi. Et donc, je voudrais vraiment remercier les uns et les autres pour cet effort, notamment ma sœur Amina, qui est une combattante pour la cause africaine et qui est toujours présente. Je voudrais vraiment la remercier. Ceci étant, hier, on a organisé un événement de ce genre qui était basé beaucoup plus sur les problèmes que rencontrent les ODD, l'action humanitaire. Pour aujourd'hui, comme Martha tout à l'heure l'a dit, c'est un peu voir un peu la transition au Tchad en termes de perspective et comment l'accompagner. Vous savez, en avril 2021, c'est de façon brusque et brutale que le président Idriss Déby, paix à son âme, est décédé. Quand il y a eu ce décès, et même pas seulement un décès sur son lit, ni à l'hôpital, un décès en plein front militaire, très peu de gens ont parié, et à commencer par nous-mêmes, les Tchadiens, qu'il n'y aurait pas peut-être un déchirement au Tchad, qu'il n'y aurait pas guerre civile au Tchad, qu'il n'y aurait pas... Tous les scénarios étaient imaginés. Dieu merci, on a pu dépasser cette phase de façon calme, ordonnée. Et le mérite revient d'abord aux Tchadiens eux-mêmes qui, devant cet événement extrêmement brutal, difficile, ont pu se ressaisir et nous avons entamé une transition. Vous savez qu'une transition n'est pas toujours facile, mais il a fallu, dans un premier temps, se consacrer comment sécuriser le pays, comment maintenir la paix et la stabilité. Ça a été fait. Maintenant, une transition, par définition, est une période transitoire. Il a fallu maintenant poser les jalons pour terminer cette transition. L'un des jalons les plus importants, après avoir s'être assuré de la paix et la stabilité, c'était la réconciliation nationale. Comment réunir les fils et les filles du Tchad pour qu'ensemble, on puisse aller vers une transition apaisée et pouvant nous permettre de revenir à l'ordre constitutionnel. C'est dans cela qu'il y a eu les négociations qui ont amené à Doha et qui ont été concrétisées par l'accord de Doha. C'était le premier jalon qui a été posé. Merci, Aouna. Merci de votre présence. Il a fallu négocier et il a fallu avoir un accord avec les politico-militaires. Ce n'était pas facile. Ça a été réussi. Beaucoup de gens qui étaient exilés, qui étaient réfugiés, qui avaient opté pour la lutte armée pendant 20 ans, 15 ans pour quelques-uns, sont revenus au Tchad. C'est un élément extrêmement important qui pose les bases d'une réconciliation. À la suite de leur arrivée, la majorité des Tchadiens, tous les segments de la société tchadienne se sont réunis en un dialogue national inclusif et souverain, qui a duré plus de 45 jours, qui a rassemblé plus de 1500 personnes les plus représentatives du pays. On a débattu, on a discuté de tous les problèmes qui concernent le pays. Un certain nombre de recommandations et de résolutions en sont sorties. Et par la suite, un gouvernement d'union nationale a été mis en place. La nouveauté, c'est que beaucoup des opposants font partie de ce gouvernement d'union nationale. Le Premier ministre était le chef de l'opposition politique. Beaucoup de ministères importants ont été confiés à des compatriotes qui, dans le temps, étaient dans l'opposition militaire. Ce gouvernement s'attelle aujourd'hui à mettre en œuvre les résolutions et les recommandations
issus du dialogue national inclusif. Mais il a des défis. Et nous essayons, avec votre accompagnement, de faire en sorte que ces défis soient ou offrent plutôt des opportunités. Au premier de ces défis, c'est comment revenir à l'ordre constitutionnel. Un certain nombre de jalons viennent d'être posés. Une nouvelle constitution a été rédigée, approuvée par l'Assemblée nationale, qui est le Conseil national de transition. Ce projet de constitution va être soumis à un référendum avant la fin de l'année 2023, probablement vers décembre. La révision de la liste électorale a eu lieu et nous nous acheminons vers ce référendum qui va adopter une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution va également déterminer la forme de l'État futur du Tchad, parce que ça a été un des points qui ont vraiment été le point central des discussions au niveau du dialogue national inclusif. On a de l'espoir, parce que cette constitution n'est pas une constitution classique. C'est une constitution qui fait la jonction entre ceux qui sont pour un État décentralisé et ceux qui sont pour la forme fédérale de l'État. Parce que dans cette constitution, il y a une nouveauté qui crée ce qu'on appelle les collectivités autonomes. Les collectivités autonomes, ce sont des organes locaux, des assemblées locales, qui ont un certain nombre de pouvoirs, tant au niveau de leur budget qu'au niveau des élections de leurs membres. Et je crois qu'au fond, les partisans de la fédération cherchent quoi? Ils cherchent à ce que tout simplement qu'au niveau des populations, qu'ils aient droit à leur destin, qu'ils aient droit à décider de leurs responsables locaux. Cette constitution le leur offre. Elle leur offre également un partage au niveau des richesses. Cette constitution leur offre également de ne pas toujours rester attendre les décisions de la capitale qui est à 1000-2000 km. Cette constitution leur permet également de penser à leur système de scolarité, à leur système de santé. Je crois que c'est une nouveauté extrêmement importante. Les Tchadiens en ont besoin et ça constitue une jonction entre ceux qui sont pour un État décentralisé et ceux qui sont pour un État fédéral, et j'ose croire tout simplement qu'il sera adopté. Mais une fois cette constitution adoptée, il faut aller vers des élections. Il faut aller vers les élections législatives, les élections présidentielles et probablement les élections locales. Ça nécessite beaucoup de moyens. Et c'est en cela que votre accompagnement, il est nécessaire, il est utile. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'institutions, les Nations Unies, la Banque mondiale, les institutions régionales, sous-régionales, internationales nous ont accompagnés. Mais dit-on qu'en matière de course, ce sont toujours les derniers 100 mètres qui sont les plus difficiles. Nous sommes à ce tournant et nous avons besoin de cet accompagnement. Un autre défi, au-delà du financement de ces élections qui vont nous ramener à l'ordre constitutionnel, c'est le défi de ce que Mme Amina tout à l'heure a évoqué, à savoir la question du DDR, la démobilisation, désarmement, réinsertion. Parce que les politico-militaires avec lesquels nous avons fait l'accord avaient des hommes en armes, puisqu'ils ont opté pour la paix, ils ont opté pour faire passer tout simplement leur programme plutôt de manière maintenant politique et au niveau des institutions. Il fallait bien que les hommes en armes qui étaient avec eux, il faudrait les démobiliser et il faudrait les réinsérer. Je crois que les Nations Unies ont une grande expérience en matière de DDR. Ça, c'est un programme également qui nécessite beaucoup d'accompagnement technique et matériel. Et je vois dans la salle beaucoup des amis, des collègues qui connaissent ce travail. Et nous comptons en tout cas sur vous, sur eux, pour que cet accompagnement-là puisse avoir lieu. L'ordre
le retour à l'ordre constitutionnel est important pour nos amis qui nous ont accompagnés, pour les Tchadiens eux-mêmes, et je ne peux pas dire que la question du DDR est un prérequis, mais c'est un élément qui contribue à la paix, à la stabilité et surtout au respect des clauses de l'accord de Doha qui a permis à ce que tout le monde dépose les armes et opte pour une solution politique. Je sais que j'ai tout simplement 5 minutes. C'est sûr que j'ai débordé un tout petit peu, mais soyez indulgents parce que le sujet en vaut la peine. Tout à l'heure, le ministre de la Prospective va vous donner les détails par une présentation sur ce que c'est le DDR, mais également sur les différents cheminements qui vont nous amener à ces élections que nous espérons être les plus inclusives possibles, les plus transparentes possibles, pour qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Une fois de plus, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence et surtout pour votre accompagnement. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, Monsieur Mahamat Saleh Anadif, de ses remarques. Je voudrais à présent, Mesdames et Messieurs les délégués, il faut que j'annonce que Madame la vice-secrétaire générale doit prendre congé de nous. Elle doit participer à d'autres manifestations aujourd'hui, ce matin. Nous voudrions donc la remercier sincèrement de son soutien et merci d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. À présent, je voudrais donner la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux du Tchad, Monsieur Moussa Batraki, qui va nous faire une présentation sur la situation actuelle, les perspectives et la nécessité de poursuivre soutien et partenariat. Vous avez la parole, Excellence. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Excellence, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de participer à cette réunion avec nous. Je voudrais commencer ma courte présentation en disant quelque chose qui me semble un peu incorrect en termes de communication. Depuis hier, je suis habituée à entendre ici dans la salle que le Tchad est confronté à une crise humanitaire. Il y a un conflit au Soudan qui a un effet humanitaire sur le Tchad. Je pense qu'il est important de le dire de la bonne manière pour éviter de donner une fausse impression et de donner l'impression que nous avons une situation humanitaire au Tchad même. Il est important également pour moi en tant que ministre chargé de l'économie que cela soit dit donc de la bonne manière pour ne pas avoir d'effet pour nos efforts de mobiliser davantage de ressources pour financer le développement et d'autres problématiques également. Je voudrais avec la permission du ministre d'État, ministre en charge des Affaires étrangères, faire une petite présentation sur le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad, en mettant l'accent un peu sur les défis et les perspectives. L'objectif de la présentation, elle est toute simple. C'est d'abord d'informer tout le monde et surtout la communauté internationale sur l'évolution du processus de transition tel que nous le vivons au Tchad, les différentes étapes et là où nous en sommes actuellement, mais également avec tout le monde dessiner les priorités et les défis à relever pour arriver à cette fin de transition, parce que c'est très important de le dire que le gouvernement est vraiment orienté, axé vers la finalisation de cette période de transition qui est notre priorité numéro 1. Ma présentation s'articule autour d'un sommaire qui d'une partie a été repris par le ministre d'État pour ce qui concerne le contexte, qu'on va essayer de résumer en un slide, puis le déroulement de la transition dans sa phase 1 et la phase 2 qui sont surtout ce qu'on a pu réaliser jusque-là, les défis qu'on rencontre essentiellement maintenant, pour lesquels nous avons un appui assez important, il faut le reconnaître, de la part des partenaires techniques et financiers, mais également mentionner quelques éléments en lien avec les besoins à moyen terme et les perspectives. J'ai voulu que ma présentation soit axée sur
je dirais, les difficultés que nous rencontrons au niveau économique, et c'est très important de le mentionner, et les efforts que nous faisons pour essayer de montrer un petit peu ce que nous mettons en tant que gouvernement du Tchad dans les différents défis que nous rencontrons. En ce qui concerne le contexte qui a été repris tout à l'heure par le ministre d'État, comme vous le savez, au mois de février-mars 2021, nous avons eu cette incursion militaire qui a dépêché un certain nombre d'efforts militaires, y compris d'efforts du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui est allé sur le front, dont on a annoncé le décès en avril 2021. À la suite de son décès, on a eu la mise en place d'une transition qui a été dirigée dans sa phase 1 par un conseil militaire de transition. Conseil militaire de transition qui a essentiellement focalisé ses efforts sur la sécurisation du territoire et dans la relance, je dirais, du dialogue avec tous les Tchadiens de tous bords. Nous avons eu à adopter une charte de transition et mis en place une feuille de route qui nous a permis d'entamer un peu les pourparlers, aussi bien à l'intérieur du Tchad qu'avec les partenaires techniques et financiers et les Tchadiens de l'extérieur. Dans les deux phases de la transition, dans la phase 1, donc, à part la mise en place du Conseil militaire de transition, nous avons eu le gouvernement de large ouverture qui a permis d'avoir tout le monde assis autour de la table et d'entamer les discussions. Nous avons mis en place un comité qui avait pour charge donc, de conduire les efforts pour ce qui concerne le dialogue national inclusif. Et nous avons organisé des pré-dialogues au niveau de 23 provinces et de plusieurs chancelleries du Tchad pour essayer d'organiser un petit peu le dialogue national. C'est très important de montrer l'aspect inclusif du dialogue parce que beaucoup de gens nous ont critiqué jusque-là sur le caractère non inclusif du dialogue. Pourtant, les efforts ont été faits à tous les niveaux pour que ce soit suffisamment inclusif, pour que tout le monde soit consulté. Puis on a eu l'organisation du dialogue national inclusif et souverain à la suite des pourparlers de Doha, qui a aussi permis donc ce dialogue d'avoir les politico-militaires également. Dans la phase 2 de transition, ce que nous avons fait jusque-là, c'est d'abord la mise en place du gouvernement d'union nationale, qui avait donc pour mission principale la mise en œuvre même des résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain. Il y a eu également la mise en place d'un haut comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de ce dialogue, la mise en place d'un cadre de concertation des partis politiques et, bien entendu, avec l'objectif de viser donc ce retour à l'ordre constitutionnel. L'inclusion, comment nous l'avons envisagée depuis jusqu'à maintenant? D'abord, la signature des accords de Doha, c'est 43 groupes armés qui ont quand même signé les accords de Doha avec des principes qui ont engagé tout le monde. Puis nous avons eu le dialogue dans les 23 provinces, dans les chancelleries. Nous avons eu 1500 participants dans le cadre du dialogue national inclusif. Nous avons 45 membres des politico-militaires qui ont rejoint le Conseil national de transition qui fait figure d'Assemblée nationale. Nous avons eu plus de 20% de femmes qui ont participé au dialogue national inclusif, plus de 200 partis politiques et également plus de 30% de femmes dans le nouveau gouvernement d'union nationale, celui de la phase 2. Alors, quels sont les défis que nous rencontrons aujourd'hui? D'abord, dans un premier temps, c'est le poids supplémentaire, il faut le dire vraiment, c'est le poids supplémentaire que nous avons sur le budget de l'État avec les crises humanitaires dans la sous-région et les crises sécuritaires également. On le sait, on a le conflit au Soudan, mais on a également des situations d'insécurité au niveau de la frontière avec le Niger, avec la Centrafrique, au niveau du lac Tchad, etc. Et puis nous avons un deuxième défi qui est la mise en œuvre du processus de DDR que nous avons envisagé comme étant une mesure de confiance parce que nous avons signé, nous étions d'accord avec les politico-militaires, c'est important que ces engagements soient respectés. Et bien entendu, comme troisième défi, c'est l'organisation des élections dans le but d'un retour à l'ordre constitutionnel. Hier, nous avons passé en revue de façon beaucoup plus précise l'impact de la crise soudanaise à l'est du Tchad. C'est plus de 420 000 nouveaux réfugiés qui ont rejoint les plus de 600 000 qui étaient déjà là. Des provinces de l'est du Tchad qui ont été complètement impactées par cette crise et qui ont eu un effet sur toute la communauté, je dirais, de l'est du Tchad, mais également sur tout le pays et sur le budget national. Et on va le voir sur deux aspects au moins. Avec la Banque mondiale, nous avons entamé des recherches pour essayer de comprendre quel est l'impact de cette crise au Soudan sur
sur le Tchad, les premières conclusions nous donnent qu'il y a d'abord, en termes d'échanges commerciaux, une chute de 80% d'échanges commerciaux avec le Soudan. Et donc, ça a eu un impact important sur les régions de l'Est. Au-delà de ça, nous avons une augmentation au niveau du budget de la défense. Aujourd'hui, nous sommes à une augmentation de plus de 3 millions de dollars par mois pour ce qui concerne le budget de la défense. Nous avons, au niveau de la frontière Tchad-Soudan, de plus de 1300 km, 17 000 forces de défense et de sécurité qui sont déployées. Au niveau de la frontière avec le Niger et la Libye, c'est plus de 12 000 personnes qui sont déployées. Au niveau de la frontière, des frontières, au niveau du lac Tchad, nous avons 9 500 forces de défense et de sécurité qui sont déployées. Tout cela pour créer l'environnement de paix qui est nécessaire au Tchad pour la conduite de la transition. Mais bien entendu, ça a un impact sur le budget de l'État et ça a un impact sur les efforts que l'État est en train de faire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le deuxième défi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des politico-militaires. Récemment, nous avons mis en place une commission nationale qui a en charge la mise en œuvre de ce DDR, mais c'est très important de rester sur les trois éléments fondamentaux sur lesquels on voudrait avoir actuellement un appui des partenaires techniques et financiers. D'abord, il est nécessaire pour nous que nous développions une stratégie globale pour le DDR, c'est-à-dire une stratégie qui prennent en compte également les différentes personnes qui vont rejoindre les accords plus tard, grâce à la politique de main tendue du chef de l'État. Il nous faut également mettre en place et développer un programme qui soit orienté vers les besoins. Donc, on va montrer tout à l'heure le caseload que nous avons actuellement sur lequel nous travaillons. Et puis, c'est très important que notre programme prenne en compte la question des femmes et des personnes vulnérables également dans le cadre du DDR. La commission nationale qui a été mise en place a une structure assez simple avec un bureau et une coordination opérationnelle, une unité qui est en charge de budget de mobilisation de ressources et une unité qui est en charge de l'aspect communication. Les travaux ont commencé il y a seulement un mois, donc nous sommes vraiment au tout début, en tout cas des travaux concernant le DDR et nous aimerions avoir le soutien de tous les partenaires techniques et financiers dans ce sens. Le DDR au Tchad, pour le moment, pour ce qui est l'aspect programmatique, c'est 20 000 personnes qui doivent être prises en compte comme étant le caseload principal, avec un calcul simple qui est le calcul que nous avons l'habitude d'utiliser aux Nations Unies, c'est-à-dire 1 000 $ pour la réinsertion et la réintégration d'un ex-combattant particulier. Nous serons à peu près autour de 20 millions de dollars de budget opérationnel. Pour l'aspect réinsertion-réintégration, ça voudrait dire qu'il faut rajouter, si la stratégie prend en compte les aspects liés au cantonnement, etc., qu'il faut rajouter tout le budget lié aux infrastructures de cantonnement. Et donc, nous avons estimé le budget actuel pour le caseload de 20 000 personnes à 35 millions de dollars, pour lequel nous espérons avoir donc un appui. Pour ce qui concerne l'organisation des élections et le retour à l'ordre constitutionnel, le ministre d'État l'a dit tout à l'heure, nous avons une constitution en place, nous avons une feuille de route, on a un référendum constitutionnel qui est prévu pour la fin de l'année, le 16 décembre, avec les résultats attendus pour le 26 décembre de cette année. Et les choses avancent plutôt bien. Vous allez le voir avec ce chronogramme et la présentation va être partagée également avec tous les participants, que depuis seulement avant-hier, le chef de l'État a annoncé la fin de la révision du fichier électoral dans les 23 provinces du pays et que nous sommes actuellement donc vraiment dans la préparation opérationnelle de ce référendum constitutionnel avec l'espoir que d'ici la fin de cette année, nous aurons donc les résultats pour ce qui concerne ce référendum. Le budget que ça a coûté jusque-là, c'est 53 millions de dollars, avec un appui très apprécié de la part de plusieurs partenaires autour du Basket Fund, mais également des partenaires comme l'Union européenne qui nous ont aidés à hauteur d'à peu près 15% du budget actuel. Mais ça, c'est ce qui concerne seulement le référendum constitutionnel. On a les élections à préparer également et les appels de fonds sont également en cours. Mais les priorités à moyen terme, il faut le dire, c'est les deux choses que je viens de souligner. C'est vraiment avoir un appui nécessaire pour le lancement, la préparation du DDR. C'est pas grand-chose, c'est 32 millions de dollars. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nos budgets, c'est 3 millions de dollars effectifs qui est tiré vers la défense pour assurer la sécurité du territoire. 3 millions
par mois fois 12, on est à plus de 30 et quelques millions, vous l'aurez compris. C'est tout cela qui fait qu'on a du mal à un peu assurer, je dirais, nos propres engagements par rapport aux accords de Doha et pour lesquels nous espérons que les partenaires qui nous ont accompagnés jusque-là vont suivre. Les élections générales, c'est-à-dire présidentielles et législatives prévues pour l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, c'est un budget estimatif de 260 millions de dollars. Nous avons des engagements ça et là de la part de certains partenaires, mais c'est le moment de le dire. Dans d'autres pays, on a fait beaucoup plus en appuyant les processus électoraux et nous trouvons que c'est un petit peu dommage que la communauté internationale soit timide pour ce qui concerne les élections à venir du Tchad et nous espérons donc avoir plus d'engagement d'ici la fin de l'année pour que ensemble nous puissions relever le défi. J'aimerais utiliser peut-être le mot de la fin pour dire que quelqu'un a dit hier, et je crois que c'est le ministre d'État, que nous étions un pont et que nous étions à la dernière étape en termes de stabilité dans la sous-région. C'est nécessaire de le dire. C'est ce que nous sommes. Et pour ce qui concerne le Tchad, la première chose à faire, c'est d'abord assurer la sécurité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On espère donc avoir vos contributions pour le reste et nous accompagner à boucler cette transition que nous espérons finir le plus rapidement possible. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, Monsieur Moussa Batraki, de son exposé. Et je voudrais à présent donner la parole à la directrice générale des opérations à la Banque mondiale, Madame Anna Biardé, pour un message au nom des institutions financières internationales, IFI, autres partenaires multilatérales essentiels à cet égard. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir que d'être avec vous aujourd'hui pour représenter ce que nous faisons en tant qu'institution financière internationale et en particulier le programme de la Banque mondiale et le soutien apporté au Tchad. Hier, nous avons consacré quelque temps à parler du travail que nous faisions en étroite collaboration avec le HCR pour répondre à l'une des crises, à l'un des chocs auxquels est confronté le Tchad, à savoir l'afflux de réfugiés depuis le Soudan à l'heure actuelle. Il était important pour nous d'en parler hier pour évoquer les liens importants entre l'humanitaire et le développement, le lien entre ces deux types de travail dans ces situations, et je suis très heureuse d'avoir pu l'observer de mes propres yeux en me rendant au Tchad avec Filippo Grandi, en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement. J'aurais voulu souligner, avec 766 000 réfugiés, le Tchad est le plus grand pays accueillant en termes d'accueil de réfugiés par habitant. C'est un chiffre important et j'aurais voulu souligner que le Tchad a accueilli ces réfugiés à bras ouverts qui fuient une situation extrêmement complexe et j'aurais voulu le souligner ici. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais souligner tout particulièrement, c'est le volet développement du programme de travail au Tchad et pour le Tchad, car ma visite m'a permis de me concentrer largement sur le lien très étroit entre l'humanitaire et le développement, mais également sur des partenariats établis de longue date et les différents programmes au Tchad. Et je voudrais parler ici des défis, mais également des occasions à saisir. L'un des défis principaux, c'est que le Tchad reste parmi les pays les plus pauvres au monde. Près de 37% de pauvreté extrême, c'est donc l'un des pays les plus pauvres. Dans les zones où affluent les réfugiés vers le Tchad, la pauvreté est plus élevée, à près de 42%. Cela n'est pas rare. Que les disparités régionales soient dans les zones frontalières, c'est là qu'il y a des zones qui nécessitent d'accueillir des afflux de population. C'est là que se passe la mobilité, les déplacements, mais cela indique également que nous devons tous continuer à redoubler d'efforts pour répondre au problème de la pauvreté et que nous devons continuer à renforcer ces interventions au Tchad. Autre volet sur lequel nous nous sommes concentrés dans le cadre de ma visite, ce sont les interlocuteurs, nos partenaires au sein du gouvernement. Il nous a été demandé de nous pencher plus particulièrement sur l'accès aux services. Le Tchad fait partie des pays en Afrique avec le taux d'électrification le plus faible. Et nous savons que sans accès à l'énergie, il est très difficile de développer une économie. Il est difficile de fournir des services. Imaginez essayer de faire cours à des enfants, des étudiants, sans électricité.
Et ce que nous évoquons ici, donc, c'est l'importance de déployer des technologies innovantes, nouvelles. Et j'ai été heureuse de constater que l'IFC, l'une de nos organisations au sein de la Banque mondiale, travaille à un projet d'énergie renouvelable d'assez grande ampleur qui, j'espère, pourra être mis en œuvre assez rapidement. Car en termes d'occasion à saisir, eh bien, le Tchad a beaucoup de ressources qui peuvent être déployées pour les énergies renouvelables, y compris en distribuant tout cela, qui permettrait de faciliter l'accès à ces énergies. Autre problématique abordée, le développement humain. Pour l'éducation, nous devons continuer à nous concentrer sur la scolarisation des filles, la participation des filles. Tchad fait partie des rares pays à avoir des inégalités entre garçons et filles au niveau du primaire. C'est quelque chose qui est devenu assez rare, mais cela nous rappelle que nous devons continuer à nous concentrer sur ce point, à savoir la scolarisation primaire, secondaire, l'investissement dans le développement humain, la santé également. Nous devons faire en sorte de travailler à la prévention, au programme en matière de nutrition également. Ce qui m'a largement encouragé, c'est qu'il y a un projet intitulé Banca qui permet de fournir d'excellents services, y compris des infrastructures sociales, et il nous tarde de pouvoir le déployer à plus grande échelle dans le cadre du deuxième volet de ce projet, Bancatou. 2. Et le changement climatique. Enfin, bien évidemment, ça devient un défi transversal. Nous en apprenons beaucoup sur des solutions sensibles à la question du climat, intelligentes par rapport à ces problèmes climatiques. Et cela s'applique notamment à l'agriculture, qui est un secteur très important pour le Tchad. Et nous devons donc renforcer nos interventions et déployer des solutions innovantes et intelligentes. Ensuite, la diversification et l'intégration de l'économie. Cela est important pour la croissance économique. Nous savons que cela est nécessaire. Qu'est-ce que cela signifie pour une institution comme la Banque mondiale, quand il y a des crises, des chocs, quand il y a un programme de développement à mettre en œuvre? Eh bien, nous devons travailler à deux vitesses, simultanément. Répondre aux crises, travailler un peu dans l'urgence, et également travailler à moyen terme pour réfléchir à des programmes, à leur mise en œuvre. La riposte aux crises est nécessaire, car si nous ne le faisons pas, ce qui est acquis est balayé. Et on connaît des revers. Et le développement à moyen terme est nécessaire, car sans cela, nous ne parviendrons pas à une croissance inclusive et pérenne. Et il faut donc saisir toutes les occasions qui s'offrent à nous, pour le Tchad, pour fournir tous les services nécessaires à sa population, tout en cherchant à développer l'économie. Ici, je dois dire et je dois reconnaître un excellent partenariat qui a été mis en place ces 5 dernières années. Notre portefeuille s'est élargi, nous avons recalibré tout cela et nous devons le faire sans cesse pour nous ajuster, nous adapter, pour être plus pertinents, pour répondre aux besoins urgents. Et dans toutes les opérations que nous mettons en œuvre, nous recherchons des moteurs, des sources de fragilité. Nous essayons de voir comment nos opérations peuvent aider à combler les lacunes, à réduire les risques, à réduire ces fragilités et pour faire en sorte de nous concentrer particulièrement sur des problématiques ayant trait aux disparités existantes dans le pays. Les taux de pauvreté sont différents, je l'évoquais. Ils sont différents, par exemple, dans l'Est du pays. Nous devons nous adapter aux problèmes climatiques et nous devons également adopter un prisme sexo-spécifique dans nos travaux. Et tout récemment, nous avons également cherché à faire en sorte que nos opérations se concentrent aussi bien sur les communautés hautes que sur les réfugiés, vu la situation actuelle. J'ai été très heureuse au Tchad d'avoir pu annoncer 340 millions de dollars supplémentaires de soutien, une réponse rapide de la part de la Banque mondiale pour aider le Tchad à répondre à un certain nombre de ces crises. Nous avons repéré 1 ou 2 domaines prioritaires dans lesquels nous allons agir immédiatement. Il nous tarde de mettre en place ces interventions et la Banque mondiale, dans 1 ou 2 semaines, interviendra pour présenter une stratégie mise à jour sur les fragilités, les conflits et les violences. Et cela sera très important car nous tirons beaucoup d'enseignements. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements ces dernières années pour nous concentrer sur la prévention, la résilience et sur la poursuite de notre participation et de nos travaux. En conclusion, permettez-moi de vous faire part à nouveau de notre solidarité avec la population du Tchad et encourager le gouvernement à continuer à déployer toujours plus d'efforts et à travailler en étroite collaboration avec tout le monde. Cela permettra de répondre comme il se doit aux défis les plus immédiats, tout en gardant présent à l'esprit les priorités de développement du pays sur le long terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Et je voudrais à présent passer à notre liste d'intervenants avec nos invités qui ont 2 minutes d'intervention.
pour des questions de temps et pour faire en sorte que nous puissions entendre toutes les délégations qui souhaiteraient prendre la parole. Encore une fois, pour ceux qui souhaiteraient intervenir et qui ne figurent pas sur la liste d'intervenants, je vous prie de vous manifester auprès de nos équipes. Je voudrais maintenant donner la parole au ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Monsieur Jean-Claude Kakoso. Vous avez la parole. Chers amis, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, la République du Congo, vieil ami du Tchad, pays familier depuis les années 70 du dossier tchadien, pays, si je puis dire, coutumier des négociations tchadiennes de paix et de réconciliation, eh bien la République du Congo, par ma voix, salue les efforts du gouvernement de transition pour faire aboutir le processus de retour à l'ordre constitutionnel. En le disant, j'ai une pensée pieuse pour feu président Idriss Déby Itno, d'heureuse mémoire, dont la dernière apparition publique sur la scène internationale eut lieu à Brazzaville, dans mon pays. La politique de la main tendue du gouvernement de transition est vertueuse à tous égards. La consolidation de la paix et de la réconciliation au Tchad est vitale, non seulement pour le pays lui-même, pour le Tchad lui-même, mais également pour l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale et au-delà. En disant au-delà, je fais allusion par exemple à la Libye voisine, aujourd'hui malheureusement fortement endeuillée par ces inondations inédites. Je fais allusion à la Libye voisine où le président Sassou Nguesso, mais vous le savez, au nom de l'Union africaine, œuvre avec abnégation à aider le peuple de ce pays, comment dirais-je, à conjurer les démons de la division, à retrouver le chemin de l'unité nationale. Vous savez tout ce qu'ils ont. Le pays est en proie à deux gouvernements rivaux. Et donc le président Sassou Nguesso travaille à ramener la paix, à ramener l'unité nationale, à l'apaisement, à la réconciliation et au redressement de la Libye. Bref, le temps est si court, frères et sœurs tchadiens, de la même manière que nous l'avons fait dans les années 70 que j'évoquais à l'instant. De la même manière nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire nous vous soutenons sans réserve dans le combat que vous menez aujourd'hui pour la réconciliation nationale. On ne peut pas en faire l'économie, pour la paix, et bravo pour la main tendue que vous faites aujourd'hui en direction de l'ensemble des citoyens du pays, parce que ce processus, pour aboutir de manière durable, doit être inclusif. Je vous remercie. Je remercie son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo. Je voudrais maintenant donner la parole à son Excellence Monsieur Siméon Oyono Essono Ngoué, ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Son Excellence Monsieur Mahamat Saleh, ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad, chers frères, Excellence, honorables ministres, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, ce sont mes premiers mots pour exprimer notre gratitude de nous avoir fait participer à cette importante réunion de haut niveau sur la transition politique de la République du Tchad. Nous félicitons aussi son Excellence Mahamat Idriss Déby, chef d'État de la République du Tchad, pour son engagement et cet effort louable visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en République du Tchad
et dans notre région d'Afrique centrale. Car nous comprenons que la paix et la sécurité dans ces pays frères sont également la paix et la sécurité dans nos pays respectifs et dans la région. Excellence, Guinée équatoriale et la communauté internationale ne peut aller à l'encontre de la volonté du peuple et des institutions du Tchad. Notre rôle est simplement d'accompagner et de soutenir le gouvernement de transition et de son peuple dans leurs décisions lorsque celles-ci sont conformes aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, de l'Union africaine, ainsi que des traités internationaux auxquels la Guinée équatoriale souscrit également comme valeur typique de sa forme d'État. La République de Guinée équatoriale, son chef d'État, son nom Dangema Mbazor, encourage le gouvernement de transition de la République du Tchad à poursuivre le progrès réalisé jusqu'à présent et l'encourage à défendre cette ambition de retour de son pays à l'ordre constitutionnel. La Guinée équatoriale est et sera aux côtés de la République du Tchad en tant que pays frère tout au long de ce processus. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. Je voudrais à présent donner la parole à son Excellence, Monsieur Gareth Guadalupe, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé et Principe. Thank you very much. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Excellence, Monsieur Mahamat Saleh Anadif, ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, le pays que j'ai l'honneur de représenter ce matin, Sao Tomé et Principe, préside actuellement le comité consultatif des Nations Unies sur les questions de sécurité pour l'Afrique centrale. Ce comité compte la République du Tchad et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir nous associer à cette manifestation parallèle de haut niveau consacrée à la défense de la démocratie, de l'intégrité territoriale et de l'état de droit, des valeurs auxquelles nous souscrivons tous. Cet événement, organisé en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, incarne le souhait de notre région de concrétiser la paix. Et nous voulons que s'articulent mieux les efforts régionaux, nationaux et mondiaux visant à lever toute ambiguïté, toute contradiction qui pourrait affecter le Tchad ou entraver son chemin vers la paix et la prospérité ou encore le progrès. Excellence, permettez-moi de vous dire que nos gouvernements, nos États feront tout leur possible pour accompagner au mieux cette dernière étape de la transition du Tchad, dans le respect de la constitution du pays, bien entendu. Merci. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe. Nous allons maintenant écouter son Excellence Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola. La présidente, juste pour joindre ma voix à ceux qui ont parlé avant nous pour féliciter les organisateurs de cette initiative. Nous pensons que c'est le moment opportun, effectivement, de parler de ce progrès que le Tchad a fait et est en train de faire en ce moment. D'abord, comptant
avec ses fils. Nous avons été à Doha et nous avions vu à l'époque la dynamique qui conduisait vers le dialogue au Tchad, et nous en mesurons les résultats aujourd'hui, non seulement à travers notre engagement bilatéral, mais aussi à travers les responsabilités que nous avons données au sein de la CEEAC, au président Tshisekedi, pour donc conduire une médiation dans ce pays, et que nous pensons à porter ce fruit. En bref, les Nations Unies et la région, je parle de la région des pays, donc de la région, et les communautés économiques des États de l'Afrique centrale ont été tous clés dans cette poursuite de la pacification du Tchad et aussi le retour à l'ordre constitutionnel. Mais déterminants sont les citoyens du Tchad. Et nous pensons que nous devons continuer à les encourager dans ce sens-là, de l'appropriation qu'ils ont prise du processus qui va nous conduire à ce que dont nous parlons aujourd'hui, qui est l'ordre constitutionnel. Encore une fois, nous encourageons tout le monde d'appuyer cette appropriation, parce qu'en fait, à moins que le Tchad lui-même détermine son futur, personne de nous ne va le déterminer. Et c'est cet effort-là que nous allons continuer à encourager en tant qu'Angola et que nous ferons du point de vue de notre engagement au sein des instances de las Nations Unies comme de la région. Merci beaucoup. I thank His Excellency. Merci infiniment, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, pour cette intervention. Nous écoutons maintenant son Excellence Gilberto da Piedad Verissimo. Je vous en prie. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad, Excellence, Mesdames et Messieurs les responsables à différents niveaux du système des Nations Unies, tout protocole observé, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. Je suis l'ambassadeur Emenegile Nyonzima, je suis directeur du cabinet du président de la commission de la CEEAC, qui regrette de ne pouvoir être ici avec nous pour des raisons bien entendu indépendantes de sa volonté, mais il m'a mandaté pour vous lire le texte suivant. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à cette importante rencontre consacrée au processus de transition politique en République du Tchad. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, féliciter les structures des Nations Unies et le gouvernement du Tchad pour l'initiative de cette réunion et les remercier pour y avoir invité la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Depuis le déclenchement du processus de transition politique au Tchad en avril 2021, la CEEAC, toujours aux côtés du peuple tchadien, a entrepris plusieurs initiatives dans le cadre de l'accompagnement du processus en vue de sa réussite. Le 6 juin 2021, les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, ont tenu la première session extraordinaire de leur conférence à Brazzaville en vue de définir les modalités de l'accompagnement de la communauté au processus de transition politique, y compris l'apport d'un appui financier, matériel, volontaire des États membres à l'État frère du Tchad. En vue d'assurer le suivi des actions de la communauté sur le terrain,
la CIAC a ouvert immédiatement un bureau de la représentation au Tchad, dirigé par un représentant spécial. En date du 25 octobre, le chef d'État du 25 octobre 2022, les chefs d'État et de gouvernement de la CIAC, toujours dans le COPAX, avaient tenu la deuxième session de leur conférence consacrée au processus de transition politique au Tchad. L'objectif principal de la session consistait à faire l'évaluation de la première phase de la transition et à tirer les conséquences du lancement de la seconde phase, telles que décidées lors des assises du dialogue national inclusif et souverain, y compris les événements malheureux du 20 octobre 2022 dans quelques villes du pays. Au cours de cette deuxième session extraordinaire, la conférence a désigné son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, comme facilitateur du processus de transition au Tchad, appuyé par le ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC de l'époque et le président de la commission de la CIAC en qualité d'envoyés spéciaux. S'agissant particulièrement des événements du 20 octobre 2022, la CIAC a déployé une mission d'établissement des faits composée de personnalités mises à la disposition de la Commission par certains États membres ainsi que la communauté des États sahéro-sahariens SANSAD. À travers une approche méthodologique des enquêtes sur la violation des droits de l'homme mises à la disposition de la CIAC par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, la mission d'établissement des faits a effectué son travail dans les villes sinistrées. La communauté a déjà reçu des autorités tchadiennes des commentaires au rapport de cette émission et ces commentaires sont aujourd'hui en cours d'appréciation. Pour ce qui est des perspectives, il y a lieu de rappeler qu'au lendemain du référendum constitutionnel prévu en décembre de cette année, le processus de transition au Tchad entamera son virage le plus décisif. En effet, conformément au calendrier de transition, l'année 2024 sera essentiellement électorale. Dans le cadre de son mandat de facilitation, la CIAC prévoit d'accompagner tout le processus électoral à travers la formation des acteurs impliqués déjà au référendum constitutionnel, la fourniture d'un appui matériel et technique à l'organe de gestion des élections, et le déploiement d'une mission d'évaluation préélectorale ainsi qu'une mission d'observation électorale. Mais il est évident que la réussite du processus électoral et par extension du processus de transition lui-même n'est pas uniquement tributaire de la volonté des acteurs tchadiens. Elle exige également le soutien de tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad. Ceci est d'autant plus impérieux que le processus de transition reste confronté non seulement à une diversité de défis politiques et socio-économiques internes, mais également à une conjoncture sécuritaire extérieure particulière, consécutive aux crises en Libye, au Soudan et au Sahel. Je ne saurais clore ce message sans réitérer mes félicitations aux Nations Unies et au gouvernement tchadien pour l'initiative de cette importante réunion et les remercier pour y avoir associé la CIAC. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Verissimo, pour cette déclaration. Nous allons maintenant écouter Son Excellence Hussein Brahim Tarrar, secrétaire général de l'Organisation pour la coopération islamique. Je vous en prie.
Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement tchadien pour avoir organisé cette importante réunion sur le processus de transition au Tchad. Je voudrais également remercier Son Excellence le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la Prospective économique et représentant de la Banque mondiale pour leur présentation fort utile sur les défis et perspectives qui se présentent au Tchad sur la voie du retour à l'ordre constitutionnel. Le leadership du président Mohamed Déby Itno, afin d'assurer le succès de la transition dans la paix et la sécurité, condition préalable et nécessaire à un retour à l'ordre constitutionnel et afin d'assurer un développement harmonieux du pays. Pour réaliser la dernière phase du chronogramme de la transition axée sur l'organisation du référendum et des élections, je voudrais inviter les États membres de l'OCI et les autres partenaires techniques et financiers de la République du Tchad à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour la tenue de ces différentes élections. Cependant, la réussite de la transition dépend surtout du processus du désarmement, de mobilisation et réinsertion d'EDER, facteur déterminant pour l'organisation du scrutin paisible avec une meilleure participation de tous au processus démocratique tant souhaité dans le pays. Les financements nécessaires à sa mise en œuvre nécessitent une plus grande implication des partenaires techniques et financiers du Tchad. À cet égard, je voudrais inviter les uns et les autres à faire preuve de la plus grande disponibilité pour accompagner le gouvernement tchadien. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler à votre aimable attention que le Tchad accueille en ce moment à l'est de son territoire plus de 400 000 réfugiés soudanais qui s'ajoutent à plus de 680 000 réfugiés déjà présents dans notre pays. Cela nécessite la mobilisation des maigres ressources financières du pays, alors même que la mise en œuvre de l'agenda du processus de retour à l'ordre constitutionnel demande, elle aussi encore, davantage de ressources financières. Il faudrait donc mobiliser les ressources afin de fournir un soulagement immédiat aux réfugiés et aux populations vulnérables, mais aussi d'envisager des solutions durables à long terme. Tout ceci requiert un effort collectif de la communauté internationale pour accompagner le gouvernement tchadien. Face à tout ce qui se précède, l'OCI est très préoccupé et exhorte tous les partenaires du Tchad à faire montre de plus de solidarité en soutenant financièrement cette phase cruciale du processus de transition au Tchad. L'OCI a entrepris des actions en faveur du Tchad au niveau humanitaire, notamment le don financier suite aux inondations de la récente mission effectuée au Tchad en mai-juin dernier, suite à l'afflux de réfugiés soudanais au Tchad, fuyant la guerre en cours et au Soudan. L'OCI continuera à plaider auprès de ses États membres et ses institutions financières pour un soutien politique et financier plus accru au vu de ces défis multiples dont fait face le Tchad, que le gouvernement du Tchad vient de le rappeler. Enfin, l'OCI remercie tous les partenaires du Tchad de leur soutien financier et autres concours de toute nature qui permettront à ce pays de poursuivre les actions prioritaires de la transition. L'OCI n'épargnera aucun effort pour aider le Tchad à réussir cette étape cruciale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, pour cette intervention au nom de l'OCI. Nous allons maintenant écouter Son Excellence Yere Boldé, directeur de la transition
à la Banque africaine de développement. Merci beaucoup, Madame. Je voudrais commencer par remercier les Nations Unies ainsi que le gouvernement du Tchad pour l'organisation de cette manifestation parallèle. La Banque africaine de développement reste aux côtés du Tchad tout au long de sa trajectoire de développement. Cet accompagnement se traduit aujourd'hui en un portefeuille de 400 millions de dollars déployés dans différents secteurs. La Banque souhaite féliciter le gouvernement du Tchad pour les avancées enregistrées sur le chemin de la transition. La communauté internationale doit également être félicitée pour l'engagement pris d'accompagner tous les acteurs politiques en faveur de la stabilité du Tchad. Nous saluons aussi la politique d'accueil des réfugiés du Tchad. Avec plus de 700 000 réfugiés, dont 200 000 en provenance du Soudan, le Tchad a besoin d'une aide immédiate de la part de la communauté internationale afin de répondre aux besoins immédiats des réfugiés et des communautés d'accueil. La Banque et le PNUD travaillent actuellement à un programme conjoint d'accompagnement du Tchad pour qu'il puisse faire face à ces pressions et renforcer la cohésion sociale. La Banque multipliera ses ambitions pour l'accompagnement du Tchad dans le domaine des transports, de l'énergie et de l'agriculture, entre autres. Les enveloppes diverses prévues par la facilité de soutien de la Banque resteront disponibles au Tchad. Et nous espérons, dans le cadre du lien entre paix et développement ainsi qu'action humanitaire, que nous pourrons continuer d'accompagner le Tchad dans ses attentes en matière de développement. Merci. I thank His Excellency. Merci beaucoup, Excellence, pour cette intervention au nom de la BAD. Nous allons maintenant écouter son Excellence Mahmoud Ali Youssef, ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Merci, Excellence, Mesdames et Messieurs. J'aimerais d'abord commencer par saluer cette initiative du Tchad et les efforts de ce pays frère à expliquer la situation qui prévaut, la transition politique et les défis auxquels il est confronté. J'aimerais d'emblée exprimer ici la solidarité de Djibouti avec le Tchad. Nous le savons tous, ce pays frère a traversé une période très difficile. En cela, le processus de transition politique est bien lancé et nous espérons que le retour à l'ordre constitutionnel apportera à ce pays davantage de stabilité, donc au Tchad, non seulement au Tchad, mais au pays de l'Afrique centrale. Nous estimons que la stabilité du Tchad ne peut que bénéficier à toute cette région, car nous le savons, et le secrétaire général de l'ECI l'a rappelé, aujourd'hui, l'afflux des réfugiés venant du Soudan s'ajoute à d'autres réfugiés présents sur le territoire tchadien, sont un facteur important qu'il faut prendre en considération, d'où l'appel à la communauté internationale afin de soutenir le Tchad. Vous pouvez également aisément imaginer l'importance de la stabilité du Tchad, car nous savons que le cœur de l'Afrique est aujourd'hui confronté à des défis que nous ressentons tous, de l'ouest au centre, allant vers la Corne de l'Afrique. Et Djibouti, en sa qualité de membre du CPS et président de l'IGAD, ayant affaire à traiter des questions du Soudan, de la Somalie, c'est combien la stabilité et la paix est importante pour tous les pays voisins. Donc nous réitérons aujourd'hui ici notre soutien à la transition politique au Tchad. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour cette intervention au nom de Djibouti. Nous allons maintenant écouter la Suisse. Excellence, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, la Suisse remercie les autorités de transition du Tchad et les Nations Unies pour l'organisation de cet événement de haut niveau et pour l'opportunité d'y prendre part. Nous le faisons avec d'autant plus d'intérêt que la Suisse est partenaire du Tchad depuis plus de 6 décennies. La Suisse apporte son soutien au développement de ce pays et en étant active dans plusieurs régions et domaines. Elle s'engage pour la promotion d'un dialogue inclusif entre tous les acteurs sociopolitiques ainsi que pour la bonne gouvernance au Tchad et dans la région. Depuis avril 2021, le Tchad traverse une nouvelle période historique pour son devenir. La Suisse a été parmi les premiers partenaires à contribuer au Basket Fund du PNUD prévu pour la mise en œuvre de la feuille de route pour une transition réussie. En plus, et face aux défis de la transition actuelle qui s'ajoutent aux enjeux de fonds liés au développement
socio-économique du pays et aux multiples défis d'une région troublée, le Tchad a sollicité l'accompagnement de la Suisse pour la conception et la mise en place des mesures de politique publique issues des résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui s'est tenu en 2022 à N'Djamena. Mon pays est en train d'évaluer la meilleure manière d'apporter une réponse à cette demande qui visera notamment au renforcement du dialogue entre les différentes forces politiques et sociales, y compris le dialogue civilo-militaire. Cela s'inscrit dans notre tradition de politique étrangère au service du dialogue et de la paix. Bien qu'inscrites dans le cadre de la transition en cours, ces efforts devront être envisagés dans une temporalité de plus long terme. Certains résultats paraissent difficilement atteignables dans la période limitée de la transition. Mais il est crucial que le Tchad puisse poser dès maintenant des jalons utiles à mener des trains de réforme à plus long terme. La Suisse contribue dans ce sens au dialogue sur place. D'où la pertinence et l'importance, à nos yeux, de la tenue du présent événement en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est l'occasion pour le Tchad de faire mieux connaître ses défis et ses efforts, mais pour la communauté internationale de mobiliser activement son soutien à ces efforts dans le court et comme dans le long terme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention au nom de la Suisse. Nous allons maintenant écouter les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour vos remarques de ce matin. Je voudrais vous remercier, vous, personnellement, ainsi que le gouvernement du Tchad, pour l'accueil de notre ambassadrice qui s'est rendue il y a quelques semaines à N'Djamena et au Tchad. Nous sommes très reconnaissants au Tchad pour sa générosité qui se manifeste dans l'accueil de centaines de milliers de réfugiés sur son territoire, des personnes qui fuient les violences perpétrées au Soudan. Le Tchad doit être reconnu pour sa générosité, mais aussi pour les efforts déployés pour garantir la sécurité des acteurs de l'humanitaire déployés sur son terrain. Les États-Unis sont favorables à une transition démocratique au Tchad. Le Tchad est un partenaire de sécurité très important dans la région. Je pense en particulier évidemment aux travaux engagés aux Nations Unies et dans le sein de la Task Force. Une transition démocratique est essentielle pour garantir la stabilité à long terme du pays. Le pays contribuera par ailleurs à l'aide humanitaire déployée dans la région ainsi qu'à la stabilité plus large de celle-ci. L'absence de transparence et d'inclusivité lors du processus de rédaction de la Constitution du Tchad ont été mis en avant et nous appelons le gouvernement du Tchad à mettre en œuvre des mécanismes qui permettront de garantir la transparence de ce processus constitutionnel et du processus électoral à venir. Il faudra également veiller à ce que les partis de l'opposition et les groupes de la société civile puissent librement participer au processus électoral. Les États-Unis continueront de coopérer avec leurs partenaires internationaux pour accompagner les attentes du peuple tchadien qui souhaite une transition démocratique qui aboutisse. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention au nom des États-Unis d'Amérique. Nous allons maintenant écouter le Royaume-Uni. Merci beaucoup, madame la présidente. Je voudrais moi aussi remercier les organisateurs de cette manifestation. Je crois qu'il est important de débuter cette intervention en reconnaissant les nombreux défis qui se présentent aux frontières du Tchad. Et je voudrais remercier le gouvernement du Tchad pour la générosité qu'il manifeste dans l'accueil de plus de 450 000 réfugiés en provenance du Soudan. Ceci a rendu la situation sécuritaire au Tchad plus complexe, mais la communauté internationale est très reconnaissante au Tchad. Le Royaume-Uni s'engage également à accompagner le Tchad vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel et de la démocratie sur son territoire. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de reconnaître que des jalons importants ont été franchis. D'abord, le processus constitutionnel de rédaction d'une nouvelle constitution avance. Et c'est très important. Le Tchad peut, dans la région, servir d'exemple d'une transition démocratique inclusive aboutie. Plus la transition démocratique du Tchad se poursuit, plus nous risquons de voir la situation sécuritaire et les tensions intracommunautaires se détériorer ou s'exacerber. Et ceci aura évidemment un impact sur les dynamiques au niveau régional.
La transition doit prendre en compte les différents groupes composant la société du Tchad. Les jeunes, les femmes, les groupes marginalisés, l'opposition. Et d'ailleurs, je crois que le président du Tchad l'a lui-même reconnu lors de sa prise de fonction. Il a pris des engagements forts et nous espérons que le Tchad sera en mesure de les honorer. Nous appelons à un avenir pluraliste et démocratique qui apportera la prospérité à la population du Tchad. Il faut donc que le référendum à venir et le processus électoral se poursuivent. Respecte aussi les calendriers fixés. Le Royaume-Uni continuera d'œuvrer à cette transition démocratique qu'il accompagne. Nous comprenons les difficultés que pose l'intégration des groupes rebelles à ce processus qui doit rester inclusif. Ceci explique les difficultés rencontrées par le gouvernement sur place qui parfois doit tout faire simultanément. Merci beaucoup, Madame, pour cette intervention au nom du Royaume-Uni. Nous allons maintenant écouter l'Allemagne. Thank you so much. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Excellences. Il existe clairement des préoccupations majeures quant aux répercussions importantes des hostilités en cours au Soudan pour les pays voisins. La paix est un enjeu central. Le Tchad joue un rôle central en tant que plateforme permettant d'apporter une aide à la population du Soudan et nous remercions, nous aussi, la population du Tchad de sa solidarité et nous nous tenons aux côtés de ceux qui ont absolument besoin d'une aide humanitaire. En 2023, l'Allemagne a déjà alloué 6,1 millions d'euros pour aider la population dans le besoin au Tchad. Nous sommes également engagés de manière très robuste par le biais de l'Union européenne et du CERF. Nous participons aux efforts de stabilisation et nous cherchons à répondre aux besoins humains les plus élémentaires, notamment dans le domaine de la santé. Nous avons également appuyé les efforts de l'Union européenne pour fournir 270 tonnes de fournitures arrivées à N'Djamena depuis le mois de mai de cette année. Nous continuerons à soutenir la population de Tchad qui en aura besoin. Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Allemagne. Je donne maintenant la parole aux Pays-Bas. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour vos exposés édifiants d'aujourd'hui. Je ne peux que reprendre les propos de Madame la Vice-Secrétaire Générale. Elle disait que cette réunion tombait à un moment essentiel pour le Tchad. Il s'agit d'une période complexe pour la région. Nous avons entendu parler des crises, des efforts incroyables déployés pour aider les réfugiés et nous n'avons pas oublié non plus les inondations de l'année dernière. La tâche est donc ardue pour permettre ce retour à l'ordre constitutionnel en parallèle. Et il s'agit d'établir des structures de l'État pour des décennies à venir. Et il y a toujours des acteurs qui essayent avec violence de saper le travail de transition. Aujourd'hui, c'est aussi le sommet sur les ODD. Il s'agit donc de ne laisser personne pour compte. Et ce que nous abordons aujourd'hui s'applique également, en quelque sorte, à ce principe. Ce principe s'applique également ici, à savoir ne laisser personne pour compte. Nous avons entendu des propos encourageants également. Vous avez parlé d'occasion à saisir. Et je pense que c'est un élément essentiel. In fine, ce qui compte, c'est l'inclusivité du processus. C'est cela qui est essentiel pour que ce processus soit couronné de succès. Pour éviter qu'il ne soit remis en cause ultérieurement, car des personnes ou des groupes diront qu'ils n'auront pas été entendus. Le Royaume des Pays-Bas soutient ce processus. Nous avons versé 2 millions via l'Union pour soutenir le processus de transition politique. Et je voudrais, comme mes collègues aujourd'hui, vous souhaiter plein succès pour une transition politique couronnée de succès. Je vous remercie. Je remercie le représentant des Pays-Bas. Je voudrais maintenant donner la parole à l'Union européenne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup à Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour ses propos liminaires. Mesdames et Messieurs, Excellences, il est important que la transition vers un régime constitutionnel et démocratique se poursuive au Tchad.
L'Union européenne, comme l'Union africaine et les Nations unies, ont soutenu ce processus dès le début. L'inclusivité, la liberté d'expression et le respect général des droits humains sont des éléments essentiels pour garantir la crédibilité de cette transition. Le contexte sécuritaire de la région rend le processus qui se déroule au Tchad plus complexe, posant des risques pour la stabilité du pays. C'est le cas tout particulièrement pour les combats qui se déroulent au Soudan et le Darfour, qui est proche de la frontière du Tchad. Le Tchad accueille beaucoup de réfugiés fuyant ces conflits. Le rôle du Tchad, qui apporte une aide aux Soudanais, son rôle pour aider peut-être à mettre fin à ces combats est essentiel, comme d'autres l'ont dit déjà aujourd'hui dans cette salle. L'Union européenne remercie très sincèrement le Tchad de garder ses frontières ouvertes. Le Tchad est un partenaire important pour l'Union européenne. Nous soutenons le Tchad financièrement, à hauteur de près de 280 millions d'euros. Et pour ce processus de transition, spécifiquement, des ressources supplémentaires sont mobilisées, tout comme un soutien technique de la part de l'Union européenne. L'Union européenne suit de très près la dernière phase en cours du processus de transition politique au Tchad. Et nous encourageons le Tchad à surmonter les défis qui subsistent pour parvenir à un processus inclusif, à une société démocratique et inclusive et à un système politique qui ait ces mêmes caractéristiques. Et nous vous félicitons également pour les jalons déjà atteints. Nous continuerons de contribuer à cette transition que nous espérons couronner de succès. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie la représentante de l'Union européenne. Je voudrais maintenant donner la parole au représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui aurait souhaité être présente, souhaite joindre sa voix à celle des autres partenaires en soutien à la transition en cours en République du Tchad. À la demande des autorités de transition en juin 2001 et du Conseil permanent de la francophonie, et en suivi des recommandations de la mission de l'envoyé spécial de la secrétaire générale, son Excellence M. Ould Abdallah, l'OIF a mobilisé de l'expertise auprès des autorités tchadiennes dans le cadre de la phase 1 de la transition. Cette expertise technique, déployée en appui au retour à l'ordre constitutionnel, a contribué à la mise en œuvre du processus de dialogue national, en particulier la tenue du pré-dialogue au Qatar, avec la signature de l'accord de Doha en présence de la secrétaire générale. L'appui de l'OIF a facilité la conduite du dialogue national inclusif et souverain qui s'est déroulé en août 2022 à N'Djamena. En parallèle de cette expertise qui a pris fin avec la clôture du dit dialogue, l'OIF a proposé la mise en place du fonds commun, le Basket Fund, qu'elle a par ailleurs abondé. Elle remercie les Nations Unies au Tchad pour sa gestion de ce fonds, avec lequel elle coopère dans le cadre du secrétariat du Comité international de suivi de l'accompagnement des partenaires internationaux du Tchad. L'Organisation internationale de la francophonie se réjouit des réalisations annoncées par le Tchad dans l'application des recommandations du dialogue national et de l'accord de Doha. L'OIF souhaite s'associer à ces efforts. À la demande de la secrétaire générale, son conseiller spécial politique et diplomatique se rendra prochainement à N'Djamena pour évaluer les possibilités d'action de l'OIF au Tchad en vue des prochaines échéances électorales. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Je donne à présent la parole au représentant de la Banque mondiale. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'interviendrai en français. Tout d'abord, nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de participer à cette importante discussion sur le Tchad. J'ai l'honneur d'être l'administrateur qui représente le Tchad au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, et véritablement pour réitérer et renforcer aussi le plaidoyer fait aussi bien par le ministre d'État des Affaires étrangères que par le ministre de la prospective économique du Tchad sur la présentation du chronogramme, mais aussi les enjeux au niveau de la transition. Le ministre d'État du Tchad a parlé du Tchad comme dernier pont, mais il faut aussi qu'on rappelle que le Tchad non seulement est le dernier pont, mais il est aussi le premier pont
sur les questions de sécurité et de développement, aussi bien dans la région du Sahel, nous l'avons vu, mais aussi dans les régions de l'Afrique centrale. Il est important que le Tchad aussi puisse bénéficier des dividendes de son implication dans les questions de paix et sécurité dans la région. Nous avons parlé ce matin des questions de fragilité, mais aussi l'importance des flux de réfugiés et des déplacés internes qui aussi affectent le pays. Le ministre tchadien de la prospective a parlé aussi du coût, plus de 3 millions de dollars. C'est un coût qui reste très très élevé et qui affecte aussi l'ensemble des autres initiatives liées au développement, aux réponses aussi bien de sécurité, mais les réponses de moyen terme et de long terme, donc du développement du pays. En ce qui concerne la Banque mondiale, nous avons déjà commencé à travailler avec le Tchad sur les questions liées à la transition. Le groupe La Banque mondiale a une note d'engagement pays, qui est une stratégie 2023-2024 pour un montant d'1,5 milliard de dollars. Mais aussi la Banque travaille pour renforcer aussi son engagement. La directrice générale des opérations l'a souligné. Comment est-ce qu'on renforce le footprint, donc la présence effective du groupe de la Banque mondiale, aussi bien par les opérations que par la présence de son staff dans le pays. Au-delà de cela, naturellement, les questions qu'il faut aussi que l'on considère, les enjeux liés à la question climatique, les questions liées à la sécurité alimentaire. Environ 2 millions de personnes affectées par une crise alimentaire aiguë aujourd'hui. Nous avons parlé aussi plutôt de l'impact des inondations de 2022. Le secrétaire général de l'OCI l'a mentionné, 1,2 million de personnes affectées par cette situation. Comment est-ce qu'on intègre les questions de sécurité et développement, le nexus, le triptyque, mais aussi réponse à moyen et long terme. La question de l'énergie, notamment pour la transformation économique, les réponses à long terme pour le pays. Quand on regarde le taux d'électrification du pays, nous sommes, je passe sous le contrôle de mes autorités, entre 8 à 10%, mais lorsqu'on regarde la part de l'électrification dans le monde rural, nous sommes quasiment à moins de 1%. Ce sont là les opportunités, les initiatives que nous devons renforcer pour apporter des réponses à long terme. Et lier ces enjeux-là aussi à la question de la démographie, de la réponse à la jeunesse, à la population qui est jeune, un âge médian qui est très faible, 15, 16 ans. Donc comment est-ce qu'aussi on intègre ces questions-là? Anna Berger l'a mentionné sur les questions d'éducation, d'inclusion, de genre, des réponses à moyen terme pour la jeunesse, l'emploi. Donc ce sont ces questions qui sont des questions aussi aujourd'hui qui restent fondamentales si on souhaite aussi avoir une réponse à plus long terme sur le Tchad, mais aussi sur la région. Et les questions d'intégration régionale restent fondamentales. N'oublions pas que le Tchad reste un pays enclavé, donc les questions des débouchés pour les opportunités économiques restent aussi à considérer. La Banque mondiale travaille sur des programmes régionaux que l'on peut mentionner, mais où les partenariats, aussi bien les partenariats au niveau bilatéral et au niveau multilatéral, sont encore une fois importantes. Dans le cadre commun du G20, les institutions internationales se sont mobilisées pour soutenir aussi la réponse au Tchad sur les questions de dette. Ce sont ces initiatives aussi qu'il est important de mentionner. Donc la mobilisation des partenaires internationaux reste fondamentale et je dirais plus que jamais, nous devons mobiliser nos efforts pour soutenir le Tchad dans cette phase critique de son histoire, mais c'est aussi soutenir le Tchad, c'est aussi soutenir l'ensemble de la sous-région, les deux sous-régions, le Sahel, l'Afrique centrale, mais comme l'a dit un de nos ministres, c'est aussi soutenir le cœur de l'Afrique. Merci. I thank the distinguished representative of... Je remercie le représentant de la Banque mondiale. Je voudrais à présent donner la parole au sous-secrétaire général Raouf Mazou du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Merci beaucoup, Madame la modératrice, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Tandis que le pays se lance dans la dernière phase du processus de transition, il est important de souligner, comme cela a été fait par la vice-secrétaire générale et par d'autres de mes préopinants, que le Tchad est le pays d'Afrique qui accueille le plus grand nombre de réfugiés et pendant la période la plus longue. Depuis le mois d'avril, la guerre au Soudan a poussé plus d'1 million de personnes à fuir vers les pays voisins, y compris plus de 400 000 vers le Tchad. Le nombre de réfugiés accueillis par le pays atteint donc le million de personnes. Pour faire en sorte que la solidarité dont le Tchad fait preuve n'ait pas d'effet néfaste pour le processus de transition, il est essentiel qu'un soutien
suffisant soit fourni pour les programmes de réfugiés en tenant compte de leurs besoins humanitaires, mais également des effets socio-économiques de leur présence pour le pays, comme le soulignait Monsieur le ministre de la Prospective économique. Je me félicite à cet égard du développement d'un plan de réponse international qui est donc géré par le gouvernement et qui est mis en œuvre main dans la main avec le coordinateur résident. Il faut que les ressources nécessaires soient mobilisées, un plan revu qui tienne compte des nouvelles estimations pour l'Est du pays a été prévu avec 88,5 millions de dollars pour ces zones. Il faut des ressources supplémentaires pour permettre de déplacer les réfugiés qui vivent dans des conditions particulièrement précaires, créer de nouveaux camps et pour fournir une protection et une assistance de différents types aux réfugiés. Je voudrais à cet égard me féliciter du rôle très important joué par la Banque mondiale par le biais du projet PACA. Nous continuerons à coopérer avec tous nos partenaires pour déployer tous les efforts possibles pour mobiliser les ressources nécessaires et faire en sorte que la générosité du Tchad vis-à-vis des réfugiés ne mette pas en péril le processus de transition. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le secrétaire général, Monsieur Mazou, de sa déclaration. Nous en arrivons ainsi à la fin de notre liste d'intervenants et je voudrais revenir à nouveau vers la tribune pour donner la parole au coprésident, à la coprésidente et directrice régionale pour l'Afrique du PNUD, Madame Aouna Eziankowa, pour qu'elle puisse faire le bilan des discussions de ce matin. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, chères sœurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, les messages que vous entendez aujourd'hui sont très clairs. Et je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement du Tchad de son rôle de chef de file, de sa résolution et de ses engagements, tandis que nous essayons d'ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel en temps voulu. Les élections et le référendum constitutionnel sont des jalons essentiels. La planification et le chiffrage de la deuxième phase de la transition qui ont été présentés aujourd'hui étaient des éléments très utiles et je voudrais en appeler au monde pour qu'il soit témoin de la générosité et de la résilience du peuple du Tchad. Nous avons été quelques-uns à l'avoir observé directement sur place. Ce pays accueille beaucoup de réfugiés. Nous avons entendu que l'Est du pays était déjà très touché par des problèmes de sous-développement. Et pourtant, cette population partage le peu qu'elle a avec les réfugiés dans le besoin. Et je pense que cela montre le cœur généreux de cette nation que nous avons évoqué aujourd'hui. Pour reprendre les propos de Madame la vice-secrétaire générale, en tant que communauté internationale et régionale, nous sommes solidaires pleinement du Tchad. Tandis que ce pays répond à des crises et à des problèmes multiples, complexes, intrinsèquement liés. J'entends les organisations régionales et les États de la région reconnaître le Tchad comme un point d'ancrage de la stabilité régionale. Et je voudrais joindre ma voix à celle des représentants de la Banque mondiale et de la Banque de développement africaine et d'autres partenaires pour dire que nous devons nous concentrer sur une réponse aux causes profondes des fragilités et du sous-développement. Ce à quoi nous en appelons ici, c'est une sorte de petite révolution des idées, des pratiques, des approches, pour nous permettre de nous plonger au cœur du problème. Accès aux services de base, sécurité alimentaire, électrification, qu'il s'agit d'étendre. Cela a déjà été mentionné. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier l'atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation à ces effets. Il nous faut un prisme qui tienne compte de la question du genre.
Et il faut tenir compte de l'humanitaire et du développement. À nos partenaires internationaux, je voudrais dire que je vous remercie du soutien apporté jusqu'à aujourd'hui, dont nous avons pu bénéficier. Oui, il faut déployer cela à plus grande échelle, mais nous devons également reconnaître les mesures audacieuses déjà prises par des pays comme le Canada, l'Union européenne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, qui ont investi dans le panier de fonds géré par l'ONU pour accompagner cette transition complexe. Et je voudrais saluer également le travail du Fonds pour la consolidation de la paix qui a pu apporter son soutien, les ressources de base du PNUD, et je voudrais mentionner ici tous nos bailleurs de fonds qui contribuent à ces ressources de base et qui nous donnent la possibilité d'anticiper notre action dans le soutien que nous voulons apporter au pays et qui nous permettent de travailler de manière plus prévisible pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Et je voudrais remercier également le gouvernement des États-Unis d'Amérique, l'organisation de la francophonie, tous ces acteurs qui mobilisent des fonds pour accompagner cette transition d'une manière ou d'une autre. Excellences, mesdames et messieurs, ce que nous entendons dire aujourd'hui, ce que disent nos frères et sœurs tchadiens, c'est une nouvelle occasion à saisir pour le monde, pour se réunir, pour faire preuve d'unité et pour relancer un pays, et pour bâtir une nouvelle maison, brique par brique, sur des fondements plus solides, avec des matériaux qui contiennent les ingrédients que nous espérons tous retrouver dans tous les pays. L'état de droit, la justice pour tous, l'égalité entre les genres, une gouvernance démocratique et inclusive, une prospérité pour tous, où personne ne soit laissé pour compte, une vie dans la dignité, la paix par rapport à soi-même et par rapport à ses voisins. Ne ratons pas cette occasion de faire une contribution à ce processus du cheminement du Tchad vers la paix et la prospérité. Faisons en sorte que ce processus soit irréversible. Que faut-il faire pour cela? Voilà ce que nous pourrions nous demander. Eh bien, je pense qu'il faudra, pour le Tchad, du courage, de l'espoir, une certaine souplesse et de la dignité pour que tout cela se mette en place. Et sur ce, mesdames et messieurs, j'ai à présent le plaisir de vous transmettre la déclaration conjointe suite à la manifestation parallèle de niveau en marge de la 78e session de l'Assemblée générale, intitulée « Vers le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad, défis et perspectives ». Le gouvernement de transition de la République du Tchad, représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, monsieur l'ambassadeur Mohamed Saleh Anadif, le département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations Unies, des PPA, et le PNUD, Programme de développement des Nations Unies, ont co-présidé une manifestation parallèle de niveau ministériel sur la transition politique au Tchad en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 18 septembre 2023. Les participants, il y avait parmi les participants des représentants de la région, des partenaires multilatéraux et bien évidemment des partenaires bilatéraux régionaux et internationaux. Les participants ont félicité le gouvernement de la République du Tchad et les Nations Unies de cette initiative visant à faciliter la réflexion et le dialogue entre partenaires au sujet de la transition politique au Tchad qui entre dans sa phase finale. Les participants prennent note de l'évolution du processus de transition au Tchad. Ils réaffirment leur soutien pour une transition qui aboutirait à la restauration de l'ordre constitutionnel dans le cadre des dates définies, du calendrier défini, et une approche pacifique, y compris les principes ayant trait aux droits humains, pour une transition qui inclurait les femmes, les jeunes, les groupes marginalisés, et faire en sorte qu'ils soient au centre de la réflexion et des priorités. Les participants considèrent que seul un tel processus permettra d'aboutir à une paix durable. Les participants
ont pu prendre note des progrès accomplis dans le cadre de la transition en cours et des défis qui subsistent. À cet égard, ils se félicitent des efforts de dialogue déployés par le gouvernement dans le cadre de cette phase finale essentielle de la transition. Il s'agit du référendum constitutionnel et des élections. Les participants ont encouragé les autorités de transition à poursuivre leurs efforts pour faire en sorte que cette transition politique soit encore plus inclusive en travaillant constamment avec ceux qui n'ont pas encore rejoint ce processus. Les participants ont souligné qu'il était nécessaire d'investir davantage dans le respect strict et la promotion des droits humains, y compris de la liberté d'opinion, d'expression et de réunion pacifique, et également dans la lutte contre l'impunité. À cette fin, ils en appellent à tous les Tchadiens pour qu'ils profitent de cette opportunité historique pour contribuer à l'émergence d'un nouveau contrat social. Ce dernier élément devrait tenir compte des aspirations de tous les acteurs nationaux, tout en se fondant sur les résolutions de dialogue national inclusif mises en place. De plus, les participants ont souligné qu'il était important d'organiser avec efficacité, transparence et professionnalisme le processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Il s'agit en effet d'un élément fondamental pour une paix pérenne dans ce pays. Les participants ont profité de cette occasion pour remercier sincèrement les autorités tchadiennes et le peuple du Tchad, qui ont accueilli à bras ouverts des centaines de milliers de réfugiés soudanais fuyant des violations graves des droits humains dans leur propre pays. Ils félicitent les autorités de transition pour les efforts déployés pour accueillir et protéger les réfugiés, vu surtout l'adoption de la toute récente loi sur l'asile. Néanmoins, l'afflux massif de réfugiés ces derniers mois a constitué une pression supplémentaire sur les ressources déjà limitées existant sur place. Le pays étant notamment touché par le changement climatique. Et les participants se sont donc dit préoccupés par les ressources insuffisantes allouées à la réponse humanitaire et au soutien apporté à la progression vers les objectifs de développement durable. L'objectif est de rester en bonne voie. À cet égard, les participants ont pris note du soutien des partenaires apportés au Tchad. Ils ont reconnu les contributions effectuées pour soutenir le processus de transition, capital humain, infrastructures, services, développement local et humain, consolidation de la paix. Ils se sont félicités des efforts des partenaires actifs au Tchad, y compris l'Union européenne, les Nations unies, la Banque mondiale, la Banque de développement africaine et des partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux et des organisations non gouvernementales. Ils ont également salué les efforts immenses des communautés hôtes qui ont fait preuve d'une immense générosité et humanité, malgré leurs propres difficultés. Les participants lancent un appel à la communauté internationale, un appel fort à soutenir les efforts déployés par les autorités et par le peuple tchadien. Tandis que le Tchad entre dans la phase la plus importante de sa transition politique, les partenaires sont encouragés à apporter un soutien complémentaire pour relever les défis qui subsistent. À cet égard, les partenaires sont invités à renforcer leur soutien pour le processus électoral, le processus DDR, le déminage, la prévention des discours haineux, le renforcement du système judiciaire, l'autonomisation des femmes et des jeunes, le développement durable, des mesures visant à soutenir la résilience des communautés et la consolidation de la paix. Enfin, les participants font part de leur reconnaissance pour le travail de l'équipe de pays des Nations Unies sous la houlette de la coordonnatrice résidente, Madame Violette Akioma, pour soutenir le Tchad. Les participants se sont également félicités des efforts du représentant
spécial du secrétaire général, Monsieur Abdou Abari, Monsieur le représentant spécial pour l'Afrique centrale. Et ils ont salué le rôle de la CEAC, de l'Union africaine et des autres partenaires qui soutiennent un retour pacifique à l'ordre constitutionnel et la création de conditions qui permettront l'établissement d'une paix durable au Tchad. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, ma sœur, de vos remarques. Merci de nous avoir lu cette déclaration conjointe. Je voudrais à présent donner la parole à Monsieur Moussa Batraki pour d'éventuelles remarques en qualité de conclusion. Je vous remercie. Vous avez la parole. Madame la modératrice, avec votre permission, je voudrais plutôt redonner la parole à notre chef de délégation qui, à mon avis, devrait plutôt dire les mots de la fin. Mais je voudrais peut-être profiter de ce micro pour encore une fois remercier les collègues qui sont pour certains dans la salle et pour d'autres qui ne sont pas ici. Remercier très franchement Madame la coordonnatrice du système des Nations Unies, Madame Violette, qui a été, qui est d'ailleurs avec nous dans la salle, hein, qui a été de bout en bout dans l'organisation de cette activité, mais également le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Abari. Ainsi que les équipes du département des affaires politiques, Katharina qui est de l'autre côté, ainsi que les collègues du PNUD au Tchad, le représentant M. Camille et M. Chris qui est juste derrière moi, mais également les collègues de PBF qui ne disent pas beaucoup de choses, qui sont assis juste là, Madame de PBSO, qui nous soutiennent énormément dans ce que nous faisons au Tchad. Et remercier également tous les partenaires qui contribuent au Basket Fund, leur annoncer également que nous avons la volonté de créer un Basket Fund spécifique pour les élections, avec l'appui donc du PNUD, pour lequel nous espérons avoir une contribution encore plus importante, en tout cas pour l'organisation des élections futures pour le Tchad. Et avec ces mots, redonner la parole à notre chef de délégation pour ces mots de clôture. Je vous remercie. Merci beaucoup, Martha. Merci beaucoup, Moussa. Je crois que ce que tu as dit est largement suffisant. Mais pour les amis qui sont venus depuis le début, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont restés, comme je l'avais dit au début de mon intervention, connaissant les Nations Unies, connaissant le mois de septembre, à la veille du débat général de l'Assemblée générale, au moment où parallèlement se déroule un sommet sur le thème même de l'Assemblée générale, à savoir les objectifs du développement durable, je suis vraiment émerveillé, je suis heureux vraiment de constater que nos amis ont tout fait pour être avec nous ce matin. Et comme je l'avais dit également, que deux événements sur lesquels le Tchad est à la une, celui d'hier que nous avons organisé, celui d'aujourd'hui, est un signe en tout cas de reconnaissance. Et je sais que ça demande de notre part d'être à la hauteur de cela, parce que marquer une confiance sur ce que nous sommes en train de faire nous impose aussi un certain nombre d'obligations. J'espère en tout cas, et je le souhaite, et je vous promets que nous allons tout faire pour être à la hauteur de cette confiance, mais nous compterons toujours sur votre accompagnement. Je vous remercie. Martha. Thank you indeed. But before... Merci infiniment. Avant de lever la séance et de clôturer cette manifestation parallèle, pour rappel, nos équipes ont préparé une vidéo
de réalité virtuelle qui vous présentera, si vous le souhaitez, la dernière visite de la vice-secrétaire générale au Tchad. Donc si vous le souhaitez, nous vous invitons à vous plonger dans cette réalité virtuelle en 3 dimensions. Les casques sont disponibles à l'entrée de la salle. Cette vidéo vous montre les défis immenses auxquels le Tchad est confronté, mais aussi l'immense potentiel humain du pays. Au nom du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, je voudrais moi aussi remercier très sincèrement le PNUD, le gouvernement du Tchad, pour leur aide dans la co-organisation de cette manifestation. Et vous, participantes et participants, avez respecté les temps de parole impartis, ce qui m'a grandement facilité la tâche. Merci encore de nous avoir rejoints ce matin pour cet événement très important. Je vous souhaite une excellente semaine ici à New York.